Le coach a une séance comme ça, j'ai la balle, je fais une passe et tout, et j'entends bien jouer Jean. Et il redit plusieurs fois dans l'entraînement, il y a des joueurs qui rigolent, tu vois. Et je dis, mais il parle à qui? Il dit, mais il parle de toi. Mes agents, ils appellent pour savoir un peu ce qui se passe. Ils disent, non, mais j'ai pas besoin d'un défenseur. Mon agent me dit, pas défenseur. C'est attaquant. Ah, mais je savais pas. T'imagines quoi? Salut, c'est Lucas Dacuna. C'est carré. Lucas, très content de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit. On est ici à Côme, dans ton vestiaire, où ça se passe très bien, où tu es reconnu. Tu viens de prolonger sous les ordres d'un certain Cesc Fabregas. Alors que tu es assez inconnu en France. C'est pour ça que ça me fait super plaisir qu'on te découvre. Comment tu vis ce statut un peu d'inconnu chez toi, alors que tu es très reconnu ici, quoi, tu vois? Bah déjà, plaisir partagé de se rencontrer ici. Et c'est vrai que ici, bah, j'ai mon nom, on en parle un peu plus, mais ça parle aussi par les performances. Ici, ça fait 2 ans et demi que je suis là. Et il y a de la continuité dans ce que je fais. Il y a des minutes, il y a des performances. Ce que en France, potentiellement, j'avais moins. Donc, je pense que c'est pour ça que ça explique cela. Tu vis une aventure ici à Côme qui est assez incroyable. C'est un club qui est très peu connu en France, qui était en série D, en 4e division en 2019, donc il y a 6 ans. Ouais. Tu es arrivé ici en série B, inconnu ici. Ouais. Tu vois, tu t'es fait un nom au fil du temps. Raconte-moi un petit peu cette aventure assez incroyable qui se passe ici, là. Bah, en fait, c'est sûr, je suis à Nice, j'ai pas de temps de jeu, je cherche un nouveau projet et avec mes agents, on trouve Côme. Pour le coup, ça me parle pas trop au début. Et puis, quand je me renseigne, je vois qu'il y a des grands noms comme Fabregas qui est là en tant que joueur, Thierry Henry qui est là en tant qu'actionnaire. Donc, forcément, je me penche dessus et je me dis pourquoi pas. Let's go, expérience à l'étranger, on y va. Et c'est vrai que tu arrives dans un club, on est 17e de série B, donc c'est pas facile. Mais le projet était là en fait. Quand j'arrive, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on m'en parle déjà. On me dit c'est l'avenir du club, c'est ce que le club veut faire. Et j'y crois. Et puis de toute façon, je vais te dire la vérité, j'avais pas énorme de choix à ce moment-là. Bien sûr. Donc je saisis l'opportunité et finalement 2 ans après, c'est un super choix, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en 2 ans, déjà avant moi. Et c'est vrai que là, ouais, en 2 ans, beaucoup de choses ont été mises en place et c'est top. Je suis très content de ce choix-là. Et ça doit être un vrai kiff pour toi parce que il y a une certaine hype maintenant autour de ton nom. On va y revenir. J'allais dire ce qui t'est pas arrivé. Si ça t'est arrivé. Tu as eu une carrière assez en montagne russe, assez incroyable. On y reviendra, c'est assez ouf. Mais pour le très grand public, y a le très grand public, soit te connaît pas, soit te découvre depuis très très peu, depuis la super victoire que vous avez eue au Napoli, le fait que tu as été replacé par Fabregas. Tu vois, il y a un truc qui se passe aussi avec Fabregas ici en Italie. Donc comment tu fais comment tu vis cette espèce de hype tardive un peu, tu vois? Non, bah forcément, quand il y a de la hype, on est content, on la prend, on la saisit. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est vrai que, comme tu as pu le dire, en France, j'avais pas cette hype-là, mais je la méritais pas non plus parce que ce que j'ai fait sur le terrain, c'était pas assez pour l'avoir. Aujourd'hui, comme j'ai pu déjà te le dire, il y a de la continuité dans ce que je fais. Je joue aussi un poste un nouveau poste qui est milieu de terrain. On va en reparler. Et forcément, Côme est beaucoup médiatisé, beaucoup regardé, et le fait que je fasse des bons matchs, des bonnes performances, c'est sûr que la hype monte petit à petit, en effet. Je suis obligé de faire le parallèle avec Cesc Fabregas parce que tu joues à son poste. Ouais. Tu as joué un peu avec lui, tu as joué quelques matchs. Tu as joué avec lui au milieu de terrain. Donc déjà, tu vas me raconter un peu qu'est-ce qu'on apprend à côté de Cesc Fabregas, quels conseils il a pu te donner déjà comme coéquipier, et qu'est-ce que ça fait de devenir de jouer sous les ordres de ton ancien coéquipier, tu vois, qui est une légende. Tout le monde me dit que c'est un super coach en devenir. Ouais. Raconte-moi un petit peu ta relation avec Cesc Fabregas. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer avec lui Non, c'est sûr, c'est un peu spécial parce que c'est un super mec. Et quand je suis arrivé, il parle français en ayant joué à Monaco. Donc dès que je suis arrivé, il m'a mis en confiance directement. Il est venu me voir, il m'a parlé. Et donc j'ai créé une bonne relation avec lui quand il était joueur. Et c'était génial parce que je m'entraînais avec lui et forcément c'est quelqu'un c'est un ordinateur sur le terrain. Il calcule tout, il fait tout avant tout le monde. Tu vois, on sait tous que c'est pas le joueur le plus rapide, mais par contre avec sa tête il est ultra rapide. Donc pouvoir jouer avec lui c'était déjà une immense chance. Et c'est vrai depuis qu'il est devenu coach, c'est un peu spécial pour moi parce que tu as une bonne relation en tant que joueur.
Mais maintenant, c'est un coach, tu vois. Et moi, je veux pas garder cette relation amitié. Je veux mettre une hiérarchie entre lui et moi. Et je pense que c'est ce qu'on arrive à bien gérer parce que quand ça va pas, il vient me le dire et il me tire les oreilles, il n'y a aucun problème. Et je l'accepte. Et moi, je le prends pas comme justement un ami ou quoi. Non, je le prends comme mon coach qui est là pour me faire avancer, progresser. Et comme tu l'as dit, en termes de tout ce qui est tactique, en termes d'entraîneur, je pense que c'est exceptionnel. Pour être honnête. Et parle-moi ballon, justement, sur quoi il essaie de te faire progresser? Parce que c'est quand même, on va y revenir après, mais tu as été vu très jeune, très jeune. Entre 16 et 19 ans, on va dire, tu as été vu comme un crack, mais comme attaquant. Ouais. Là, tu es repositionné milieu, c'est un poste que tu découvres un peu, tu vois ce que je veux te dire. Donc, tu apprends tous les jours et tu apprends auprès d'un des maestros de ce poste-là. Sur quoi il va te chercher? Qu'est-ce qu'il veut t'infuser? En vrai de vrai, il y a beaucoup de choses, tu vois, parce que vu que c'est un nouveau poste pour moi, je découvre. Donc, il y a plein de choses que je connaissais pas et que je savais pas. Et en fait, tu te rends compte que sur des tout petits détails, ça change une action, ça change un placement, un regard jeté une seconde avant. Et en fait, c'est sur toutes ces choses-là où il va t'apprendre à jouer un nouveau football, tu vois. Par exemple, comment te donner une situation, mais la balle arrive peut-être de la droite. Il suffit que j'ai jeté mon coup d'œil à gauche. Et ben, je vais pouvoir trouver une passe qui va être hyper importante. Et quand tant qu'ailier avant, j'aurais pas vu, tu vois. Et peut-être avec un autre coach en tant que milieu de terrain, j'aurais pas vu non plus. Mais lui, c'est des choses qui, au quotidien, tu travailles déjà à l'entraînement et qui te fait sentir, mais comprendre, tu vois, que pas c'est lui qui te dit de faire et je le fais parce que le coach m'a dit. Il te fait comprendre que toi aussi, tu deviennes un ordinateur et que tu commences à calculer ce qui se passe sur le terrain, à droite, à gauche. Et en fait, c'est ça qui, moi, je pense, j'arrive à bien l'assimiler et je pense qu'il apprécie ça, en fait. Et arrête-moi si je dis une bêtise, mais est-ce qu'il n'essaye pas de plus te connecter aux autres, un milieu, ce qui est archi nécessaire, alors que quand tu es attaquant, tu es plus en mode, vas-y, je vais faire la diff. Exactement. Mais en fait, il connecte les milieux, mais comme il connecte tout le monde. Du gardien à l'attaquant, au milieu, tout le monde est connecté. Et tout le monde bouge et tout le monde, tu vois. Et c'est ce football-là qui veut créer et qui veut montrer aux gens. Et tu sens, tu apprends énormément. Pour être honnête, en un an que je travaille avec lui, j'ai appris tellement de choses. Vraiment. Je me sens, footballistiquement, je me sens tellement enrichi maintenant. Vraiment. Ouais. Et j'en ai parlé avec différentes personnes de Fabregas, parce qu'il y a une hype aussi autour de Fabregas comme entraîneur ici. À quel point il t'impressionne? À quel point tu le vois aller loin? Alors pour l'instant tout va bien, on sait comment ça se passe dans le football, 3 défaites et le discours sera différent, tout ce que tu veux, mais toi avec ce que tu apprends au quotidien, parce qu'il y a que toi qui es sur le terrain d'entraînement là-bas avec lui, c'est là que se fait le vrai travail, à quel point il peut aller loin? À quel point tu vois un coach en lui, tu vois? Pour moi, il a tout, c'est-à-dire quand je parle de tout, je parle des séances d'entraînement qu'il va proposer, que ça soit avec ballon, sans ballon, physiquement. Ensuite, en termes de forcément tout ce qui est tactique, c'est un travailleur énorme. À chaque match qu'on va jouer, peu importe l'équipe, on sait tout. La veille ou dans la semaine, on sait tout. C'est-à-dire qu'on arrive sur le terrain, c'est impossible que tu dises « aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire. Lui, il a bougé là-bas. Qui devait prendre ?» Impossible. Tu es sûr de savoir. Si tu n'as pas fait, c'est toi qui as oublié ou quoi que ce soit, tu vois. Et même en tant qu'humain, tu vois, c'est quelqu'un qui a du charisme. Quand il fait ses discours toute la semaine ou d'avant-match, il te prend au trip, tu vois, il te donne envie. Et pour moi, c'est là où c'est exceptionnel parce que tu as des personnes qui vont être bons tactiquement, mais dans le discours, qui ne vont pas réussir à se faire comprendre, etc. Pour moi, il a tout d'un futur grand coach. Et arrête-moi si je dis une bêtise, mais est-ce qu'il n'est pas en train de changer ta vie aussi, quelque part? Parce que tu arrives ici avec un contrat de série B. On va dire les choses. Tu arrives ici avec un contrat de série B. Il vient de te prolonger, j'imagine, avec un vrai contrat de série A d'un joueur qui est devenu un joueur important de série A. Donc, il change ta vie sur plusieurs aspects. Au niveau terrain, en essayant de faire de toi un ordinateur, comme tu l'expliquais. Et puis, il change aussi ta vie matériellement. Totalement, non. J'ai énormément de respect pour cette personne parce que il a fait beaucoup de choses pour moi, que ce soit à mon arrivée et encore aujourd'hui. Si je suis le joueur que je suis en train de devenir, c'est grâce à lui, grâce à son repositionnement, grâce à tout ce qu'il peut m'apporter au quotidien. Et c'est sûr que pour ça, je sais qu'il a changé, comme tu dis, en vrai, pas peur de le dire, il a changé mon football, mais du coup, ça change au passage, ça change ma vie aussi. Et alors, le projet n'est pas très connu en France.
mais le projet est fou quand même. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais série D en 2019, Fabregas entraîneur, Rafa Varane parmi les dirigeants, Thierry Henry parmi les actionnaires. Enfin, tu vois, il y a du bowler quand même. Tu vois, il y a du vrai joueur de foot. C'est un vrai projet, et c'est un projet qui est très ambitieux. Donc cette année, il y a eu 2-3 pics. Tu vois, vous battez le Napoli, vous faites des vrais perfs. On en a beaucoup parlé d'ailleurs de la victoire contre le Napoli en France. Jusqu'où ça peut aller? Bah, comme tu dis, on a réussi à titiller des grosses équipes cette année, que ce soit Naples, que ce soit la Roma, la Fiorentina. Mais si tu enlèves ces victoires-là, il y a plein de matchs où on a été tellement proches, et sur peut-être justement le fait que l'équipe soit jeune, manque d'expérience, on a laissé passer des points. Mais sur beaucoup de matchs, et pour avoir parlé avec beaucoup de personnes après les matchs, je pense qu'on pose problème à beaucoup d'équipes. Et comme tu dis, on ne sait pas où ça va s'arrêter, parce qu'aujourd'hui, le projet est immense. Il y a de plus en plus des joueurs de classe mondiale qui arrivent. Tout le monde travaille dans le même sens. Et pour moi, je pense qu'on n'est encore qu'au début de quelque chose de grand. Alors après, on va revenir sur toute ta carrière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sur le côté montagne russe, parce que mentalement c'est quand même un sport très compliqué. Ta carrière fait qu'il y a dû avoir des dingueries, ça me semble évident. Mais ici à Côme, c'est quoi tes meilleures anecdotes, que ça soit avec Fabregas ou que ça soit avec d'autres, hein, tu vois. Mais les moments, soit parce qu'ils sont drôles, soit parce qu'il y a du sens, soit parce que c'est des trucs charnières, etc. Mais fais-nous rigoler. Qu'est-ce qu'il y a de plus ouf que tu as vécu depuis que tu es à Côme? Non, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont un peu spéciaux. Tu vois, par exemple, avant, j'étais à Rennes, à Nice, c'est des infrastructures de fou. Ici, quand je suis arrivé, j'ai vu l'état de certains terrains qui étaient un peu compliqués. Et ce qui me dérangeait et ce qui me changeait le plus, c'est que veille de match en série B, enfin pas veille de match, jour de match, pardon, on allait avec notre voiture, peut-être match à 14h. On avait rendez-vous à 10h. On mangeait au club. Et après, si tu veux, il y avait des espèces de mini-poufs où tu faisais la sieste dessus. Et en fait, t'es 2 heures avant le match, t'es posé comme ça sur le côté et tu fais la sieste, tu vois, et tu te dis, putain, c'est vrai que c'est spécial, tu vois. T'as pas l'habitude, tu vois. Oui, des fois aussi, on s'entraînait au stade le matin, et il fait froid en décembre, janvier. Et le stade, il est ouvert. En fait, c'est des espèces de stades à l'ancienne où t'as des portes qui sont ouvertes. À côté du lac. Et t'es dans le stade en train de te préchauffer, mais t'as froid, t'as le cache-cou, t'as juste les yeux qui sortent alors que t'es en préchauffement, tu vois. Et ça, c'est des choses qui m'ont changé et je me suis dit, waouh, c'est vrai que c'est spécial, quoi. Et ça change très très vite ici. Hein. Là, on est au centre d'entraînement, ça champignon. Hein. Tu sens que. Ben là aujourd'hui, tout a changé. Là, les anecdotes que je suis en train de te donner, c'est des choses qui aujourd'hui n'existent plus. Tout a été changé. Aujourd'hui, c'est très professionnel et je retrouve ce que je pouvais retrouver dans les grands clubs que j'ai fait en Ligue 1, par exemple. Alors, pour parler un peu de ton parcours, parce que ton parcours est assez fou, mais il reflète la force mentale qu'il faut pour y arriver et de croire en soi. Parce que, arrête-moi quand je dis une bêtise, hein, mais t'es de la région lyonnaise, t'es de Roanne, d'une famille stéphanoise. Toi, ton kiff, ton rêve quand t'es petit, c'est de jouer pour les Verts. Les Verts ne veulent pas de toi. Non. Une fois. 2 fois. Plusieurs fois. 3 fois. Etc. Déjà, comment tu le vis, ça? Est-ce que tu le vis comme une frustration? Est-ce que tu le vis juste comme un gamin qui arrive pas à franchir le cap? Est-ce que c'est tu vois ton rêve qui te passe sous le nez? Comment tu vis ce moment-là, qui est déjà un moment charnière? Ouais, mais pour être honnête, c'est des moments où j'ai pas tant souffert que ça. Parce qu'en fait, j'allais à l'essai. En fait, ce que je faisais en club, c'était très bien. Du coup, par exemple, les recruteurs de Saint-Etienne me voyaient. Donc, j'allais en essai, mais j'étais toujours sur la retenue. En fait, j'ai toujours été un garçon très timide. Et le fait d'être à l'entraînement avec une tunique, tu vois, de Saint-Etienne. Avec ton maillot de supporter. C'est ça, tu vois, c'est ouf. T'as ta tenue, tu t'entraînes avec les joueurs qui sont là au quotidien, tu les vois. Ici, c'est les mêmes mecs que toi, mais vu que t'as 12 ans, 13 ans, tu les vois comme des grands, tu vois, et t'oses pas, tu prends le ballon, tu fais une passe directe, tu vas pas faire le dribble que tu fais d'habitude. Et forcément, ça a amené à rien, en fait. Ça a amené à une réponse négative. Mais je l'ai pas pris en mode où j'étais vraiment triste, tu vois. C'est vraiment après où j'ai commencé à grandir. Et puis, il y a eu l'enchaînement avec Lyon, et puis le Pôle Espoir de Dijon. Et ces 3 réunis là, tu te dis, là, ça commence à être dur.
Parce qu'en gros, ton objectif, c'est de percer. Exactement. Donc, t'as beau être supporter des Verts, tu tentes le coup à Lyon, parce que c'est l'un des meilleurs centres de formation d'Europe, même. Enfin, tu vois, Exactement. On peut le dire comme ça. Là non plus, on veut pas de toi. Non. Et après, même c'était quoi? C'était un. C'est pas l'Espoir de Dijon. Pour l'Espoir de Dijon. Celui de Vichy, à côté de chez moi, est fermé. Okay. Donc, on a été amené à Dijon. Et tous les tests, je les ai réussis sur l'année. Et puis, le test final, où c'est sur plusieurs jours. Je suis fier de moi, j'ai fait un bon test et on m'appelle à la fin et on me dit écoute, tu ne seras pas retenu. Et apparemment, ils en avaient retenu 15 et on m'a dit je suis le 16e. Donc alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, mais ce 16e-là, il m'a fait du mal. Ouais. À quel point c'est dur à ce moment-là? Ouais, il m'a fait du mal parce que c'était le 3e échec et forcément, à chaque fois, finalement, tu n'es pas si loin que ça et ça passe pas en fait. Et qu'est-ce qui fait que ça passe pas? Tu sais pas vraiment. Mais sauf qu'à ce moment-là, je commence à grandir, j'ai 14 ans. Et à 14 ans, tu commences à vraiment savoir ce que tu veux de ta vie, etc. Tu vois. Et ça fait mal. À ce moment-là, ça fait mal. Ouais. Ce qui est super intéressant et que les jeunes, il y a beaucoup de gens qui rêvent, beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir joueurs. Et ça, ton exemple, il peut être intéressant pour plein de gens. C'est que, la difficulté des tests. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui sont inhibés, enfin, tu vois, Totalement. Pour lesquels c'est difficile de montrer ses qualités. T'aurais quoi comme conseil, toi, qui as vécu toutes ces difficultés et qui en même temps est passé derrière avec la réussite qu'on dira, hein, parce que t'es passé de tout en bas où personne veut de toi à l'un des meilleurs joueurs du meilleur centre de formation de France, qui est Rennes à l'époque. Ouais. Donc c'est ça qui est ouf. Donc qu'est-ce que t'aurais comme conseil pour les jeunes qui y croient, qui veulent y croire, mais qui ont du mal à se... Ouais. Déjà, à partir du moment où tu y crois, il faut continuer parce que tout peut se passer. Après, maintenant, moi, je l'ai été, quelqu'un de très timide, donc c'est difficile de dire, écoute, va sur le terrain, prends le ballon et montre à tout le monde. Parce que tu as beau le dire, parce qu'à caméra, il y a plein de gens derrière là, qui vont comprendre ce que je dis et que c'est pas facile. Tu vas arriver à un essai, tu as 20 joueurs avec qui tu connais pas, tu es tout seul, tu te changes au vestiaire. C'est difficile, tu vois, d'aller sur le terrain et de mettre cette envie et cette énergie et ces qualités que tu as, tu vois, finalement. Parce que tu les as, ces qualités. Si tu es là avec tous ces jeunes, c'est que tu as les qualités. Donc, si je dirais prends le ballon, va, montre, c'est faux, tu vois, je vais me mentir. Mais tu es obligé d'aller chercher ça. Et quand tu as 14, 15 ans ou même un peu plus, on ne sait pas trop ce que c'est finalement le travail. On dit travail, mais travail quoi, tu vois? Il faut travailler, mais intelligemment. Ce que toi, tu as besoin, pas ce que tout le monde fait. Tu vois, pas prendre un abonnement à Basic Fit et faire, tu vois, du développé couché comme tout le monde et dire j'ai travaillé. Finalement, il faut prendre ce que toi, tu as besoin pour toi et de travailler, mais intelligemment et pas lâcher, c'est sûr, parce qu'un jour, tu peux être récompensé. Et pour ma part, j'ai été récompensé et finalement, il y a peut-être rien qui a changé, tu vois. On m'a dit oui à Rennes, mais j'étais peut-être le même joueur 6 mois avant à Saint-Étienne ou à Lyon, tu vois. Donc, il faut pas lâcher. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas voir cette graine ou ce talent-là que tu peux avoir et d'autres le verront. Donc, il faut pas lâcher et ça pourra payer un jour, c'est sûr. Raconte-moi ton histoire. Tu passes, donc, t'as des refus, ok. Par une connexion d'un agent de l'époque, tu as un test à Rennes. Exactement. Ça marche. Et là, c'est l'explosion. Tu es dans le plus gros centre de formation de France. Tu es d'une génération énorme, un peu talentueuse. Sors-moi quelques blazes, mais Truffert. Je peux te sortir tellement de noms. Entre les 2000, les 2001, les 80 et les 2002. Eduardo. Camara, Truffert, Beau, Ruyter, Boé, Diop. Il y en a tellement, désolé les gars, ceux que j'oublie, mais il y en a tellement de qualité. Sopi. Trop de qualité. Et toi, au sein de cette génération-là, tu fais partie du haut du panier. Ou en tout cas, tu es titulaire beaucoup. Tu es champion de France U17, si je dis pas de bêtises. Ouais. En U19, tu mets un triplé. Vous êtes encore champion de France en U19, tu mets un triplé en finale des playoffs. Qu'est-ce qui fait que tu es le même joueur, tu vois, mais qu'est-ce qui fait que t'es plus inhibé, quoi? En vrai, j'ai envie de te dire, je pense, la confiance. Parce que justement, pour te donner une petite anecdote, quand j'arrive à Rennes, donc mon test, il est tard, il est fin de l'année des U15, donc après, je rentre au centre l'année d'après. Donc tout le monde s'est connu un peu pendant l'année. Moi, j'arrive au centre, au début, je connais personne, donc pareil, timide, j'ose pas trop, sur le terrain, je monte pas trop. Premier match de championnat,
On est beaucoup, je joue que 15 minutes en match amical, pendant que les autres ils jouent 45, 60. Pas de problème. Le match d'après, il y a une triangulaire pour les 17 nationaux. Tout le monde est appelé. Je suis le seul U16 qui n'est pas appelé. Je vais en DH avec l'équipe des joueurs un peu du coin. À la 60e, par là, 70e, il y a notre gardien, il prend un rouge. Je mets les gants, je vais dans le but. C'était contre Guingamp. Je m'en souviendrai toute ma vie. Du coup, je vais dans les buts, parce que je venais de sortir et le coach il me dit t'es chaud, tu vas aller dans les cages. J'ai dit allez, on y va, tu vois. Et j'ai mis les gants. Et de là, après, il se passe les semaines d'entraînement. Il y a peut-être 2 semaines qui s'écoulent. Les premiers matchs de championnat, U17 nationaux, je suis titulaire. Alors que 2 semaines avant, tu vois, je suis gardien en DH. Et là, 2 semaines après, titulaire en 17. Et je joue performant, match après performant, but, doublé, triplé. Première sélection en équipe de France, tournoi de Montaigu. Et là, tout s'enchaîne. Et est-ce que tu as su mettre le doigt sur le déclic qu'il y a eu dans ta tête? Je pense que c'est ça, c'est la confiance en fait. Parce que en 2 semaines, j'ai pas changé, je suis le même. Mais d'où elle vient cette confiance à ce moment-là? Et le fait de connaître les nouveaux copains, de parler avec eux, de commencer à rigoler, de savoir sur le terrain aussi ce qu'ils arrivent à faire, où ils aiment la balle, tu vois. Commencer à créer des liens, des connexions. Parce que moi, je suis timide au début, mais une fois que tu me connais, après, je me lâche complet. Et à partir de ce moment-là, tout roule, en fait. Parce que tu joues avec tes copains et plus des inconnus. Et ça change tout, en fait. Tu te mets à kiffer, quoi. Tu kiffes, exactement. Et en plus, avec une génération comme ça, tu es sur le terrain, les ballons, ils viennent, tu t'amuses, des 1-2, des frappes, et tu te régales. Alors, à ce moment-là, tu es considéré comme un crack. Tu vois, tu es l'un des meilleurs de la génération, d'une génération top du meilleur centre de formation de France, ou en tout cas l'un des tout meilleurs de France, donc d'Europe. Ouais. Est-ce qu'à un moment tu dois arriver? Est-ce qu'il y a un moment où tu commences à bomber? Enfin, tu vois, est-ce que tu sens un moment où tu commences un peu à bomber le torse? Personnellement, j'ai jamais bombé le torse. Peut-être ça a été perçu. Je ne pense pas. Mais moi, j'ai jamais bombé le torse parce que ça allait tellement vite que limite, même moi, j'étais surpris que tout ça arrive, tu vois. Et donc, non, je me suis jamais permis de bomber le torse parce que j'ai toujours été le même. Et je pense que ça, tout le monde peut le dire, je suis resté le même. Et t'arrives pas à passer le cap. Donc, il y en a plein, des joueurs comme ça, j'en connais plein, des joueurs qui sont des cracks qu'on attend, mais à un niveau fantastique, et qui n'y arrivent pas à passer le cap. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu n'as pas passé le cap à Rennes? Tu tombes dans un moment où il y a des joueurs. Ouais. Selon moi, tu es aussi à un poste, à ce moment-là, tu es attaquant, et tu es à un poste où la concurrence est très, 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 très forte. Exactement. Donc, il faut savoir s'imposer. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu passes pas le cap à Rennes? En fait, je le passe pas, c'est vrai. En effet, je joue pas beaucoup. J'ai des minutes par-ci, par-là, mais très peu. Il y avait une forte concurrence, mais en soi, cette concurrence-là me dérangeait pas spécialement parce qu'au quotidien, j'apprenais énormément et j'étais jeune. Mais puis j'arrive à un moment où j'ai envie de jouer. En fait, je sens que pour passer ce cap-là, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de minutes, j'ai besoin d'enchaîner à un niveau autre que la N3, tu vois, de redescendre en réserve. Et j'ai une opportunité de partir. Rennes voulait me prolonger, tu vois. Et j'ai une opportunité de partir et je me dis, écoute, j'ai envie de la saisir parce qu'à ce moment-là, Rennes est en Ligue des Champions. Donc je sais que ça va être compliqué pour moi. Donc je veux partir pour avoir du temps de jeu, en fait. Et après, il se passe tout ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'à Rennes, j'ai pas réussi à passer le cap. Mais si je serais resté, je sais pas si j'aurais réussi, tu vois, à m'imposer. Avec l'équipe qui était en place, jamais. Mais par la suite, peut-être en étant plus patient, est-ce que j'aurais eu des opportunités qui auraient pu s'ouvrir, peut-être? Parce qu'ensuite, tu signes à Nice. C'est ça. À Nice non plus, tu n'as pas vraiment de temps de jeu, donc tu pars en prêt. Lausanne, ça se passe pas si mal. Ouais. C'est là que tu en fait, si tu veux, c'était vu que quand je signe à Nice, je suis envoyé directement à Lausanne. Et c'est ça aussi. Ça peut sembler bizarre comme choix à ce moment-là. Exactement. Pour un mec qui est présenté comme un crack de sa génération, etc., qui se retrouve à Lausanne. Totalement. Il y en a qui t'enterrent à ce moment-là. Hein. Ouais. Il y en a qui disent d'Akuna, tiens, on s'est raté, quoi. Enfin, tu vois, Puis tout le monde parle d'argent, tu vois. À ce moment-là, tout le monde dit il a fait le choix de l'argent et tout. Et c'est sûr que c'est là où tu commences à prendre la première vague, un peu de méchanceté des gens qui pouvaient t'aimer à Rennes et qui voient que tu pars et qui pensent que tu pars pour les mauvaises raisons, tu vois. Et pour le coup, qui n'était pas le cas parce que justement, je suis à Rennes, Ligue des Champions, et je vais signer à Nice pour être prêté à Lausanne.
Donc tu te dis, en fait, le mec est fou, tu vois. Et tout le monde pense, soit il a pris un gros chèque et basta, soit il est fou, en fait. Et c'est vrai que je suis allé là-bas, j'ai saisi l'opportunité, mais justement pour avoir du temps de jeu, parce qu'en Super League suisse, c'est pas le même niveau que la Ligue 1, et j'allais pouvoir gratter des minutes, tu vois. C'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. Je fais plutôt une saison correcte. Un début difficile, mais une saison correcte. Et puis après, je reviens. C'est là qu'on te découvre en pro. Ouais, exactement. C'est là que tu commences à mettre tes premiers pions, première passe, enfin, voilà. tu vois, c'est ça. Tu joues à ton poste, enfin, tu vois, tu joues, quoi. Totalement. Et c'est ce que j'avais besoin parce que moi aussi, je me suis rendu compte que j'avais un retard physique sur les autres, tu vois, que j'étais capable de faire des très bonnes choses, mais des fois par manque de comment je peux dire ça, de manque de cardio, manque tu vois, de souffle ou manque de jambes, et j'allais m'éteindre des phases dans le match. Et en fait, tu allais dire, putain, le joueur, il est là, et puis tu vois plus pendant 10 minutes. Et puis il retouche la balle, tu sens qu'il a quelque chose dans les pieds, et tu le revois plus, tu vois. Et en fait, tout ça, c'était un problème un peu physique que j'avais besoin de travailler. Mais tu travailles à l'entraînement, mais tout ça, tu le prends avec la réalité du terrain, tu vois. Et c'est ça que j'avais besoin d'enchaîner. Et maintenant que j'enchaîne, j'ai plus ce problème-là, tu vois. Mais à ce moment-là, tu crois que tu es parti à Lausanne. Tu reviens à Nice, tu rejoues pas? Ouais, très peu. Ouais. Je fais une dizaine de matchs avec Christophe Galtier. Très peu, donc je me dis, il faut repartir. Tu repars à Clermont. Clermont m'appelle. On se redit. Clermont m'appelle. Je suis chaud. Je reviens dans la région. Ça me branche carrément. J'y vais. Je fais des bons débuts. Je joue. J'ai du temps de jeu. J'ai la confiance du coach. Mais les matchs, comme tu dis, sont un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. Ce qui fait 6 mois en dents de scie. Pas un bilan négatif, mais on ne peut pas dire ultra positif non plus, tu vois. Et puis après, je reviens à Nice et pas de temps de jeu. Pour donner une anecdote, je ne citerai pas le coach ou quoi que ce soit, mais le coach à une séance comme ça, j'ai la balle, je fais une passe et tout, et j'entends bien jouer Jean. Et je me retourne comme ça, j'ai mis par là qui? Et il redit plusieurs fois dans l'entraînement, il y a des joueurs qui rigolent, tu vois, et j'ai mis par là qui? Il me parle de toi. Et tout ça, et en fait, j'ai jamais demandé, mais je crois qu'il me confond. Vu que les gens m'appelaient Lucas, ou Lucas souvent sur le terrain, je crois qu'il m'a confondu avec Jean Lucas, tu sais, qui était à Monaco. Et du coup, il m'appelait Jean, le coach. C'est quand même, tu vois, spécial. Et voilà, c'était la petite anecdote, tu vois. Mais du coup, pas de temps de jeu, on m'appelle Jean, donc tu comprends que faut replier les bagages, quoi. Elle est magique, cette anecdote. Ouais. Ça te remet à ta place à ce moment-là. Pareil, mes agents, ils appellent pour savoir un peu ce qui se passe. Ils disent non, mais j'ai pas besoin d'un défenseur. L'agent me dit, pas défenseur. Tu es attaquant. Ah, mais je savais pas. T'imagines ou pas? Mais bon, c'est comme ça, mais ouais, spécial. J'ai compris que là, ça valait pas le coup d'essayer de grappiller des minutes. Il fallait mieux partir. Sans parler de sentiment de revanche, mais comment tu te positionnes par rapport à la Ligue 1? Parce qu'il y a un espèce de truc, en gros, t'as réussi partout, enfin, t'as réussi dans différents endroits en tout cas, sauf en Ligue 1. Ouais. Sauf chez toi, un championnat que tu aimes, un championnat que tu connais, totalement. Un championnat que. Voilà. T'as réussi en jeune, mais à un point fantastique, tu vois, on le redit, Rennes, t'es tout en haut. Tu vas à Lausanne, c'est pas le même niveau, mais ça se passe bien. En Ligue 2, ça se passe très correctement. Pas ouf, mais ça se passe correctement. En Série B, fantastique. En Série A, fantastique. C'est quoi ton lien avec la Ligue 1? Et est-ce que t'as pas envie de te faire un nom? Est-ce que t'as pas envie de leur dire, oh les gars, vous m'avez snobé, personne me regarde? Non, totalement. C'est sûr que moi, j'adore le foot et j'adore la Ligue 1, tu vois. C'est peut-être bizarre à dire, mais je préfère avoir un bon match le dimanche de Ligue 1 qu'un match Ligue des Champions, tu vois, par exemple. Parce que je connais tout, en fait. C'est l'amoureux du football qui a regardé quand il était petit la Ligue 1, donc je connais tout. Et j'adore ce championnat. Et donc, j'adore regarder les matchs. Et c'est sûr que moi, un de mes objectifs, ça aurait été de me faire un nom dans cette ligue, tu vois, d'être un joueur important, d'être aimé d'un club, etc. Et c'est ce que j'ai pas réussi à faire encore aujourd'hui. Mais pour l'avenir, je ferme aucune porte. Et c'est sûr que ça serait pas un sentiment de revanche, tu vois, mais c'est sûr que je serais content de combler cet objectif-là, tu vois, parce que ça reste mon pays, un championnat que j'adore, donc c'est sûr que pouvoir mettre son nom dans le championnat, ça serait une belle chose pour moi. Oui, tu as envie de reconnaissance. À quel point c'est un moteur, ça? Parce qu'il y a des joueurs pour lesquels c'est un vrai moteur de dire c'est ma name, enfin, tu vois, la manière de montrer le maillot, etc. Il y en a d'autres, beaucoup moins.
qui sont dans un truc le jeu, et ça m'emmènera là où ça m'emmènera. Toi, comment tu te positionnes par rapport à la France, tu vois ce que je veux te dire, ou est-ce que tu estimes que tu es connu en France? Non. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que... Non, en France, je suis pas du tout connu, mais est-ce que j'ai mérité pour être connu? Non plus, tu vois. Donc, pour moi, là-dessus, il n'y a aucun problème. Et j'ai aucune négativité à ce sujet-là, tu vois, au niveau des clubs de Ligue 1 qui sont peut-être pas positionnés sur moi ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas spécialement mérité ça. Donc non, moi C'est ça, c'est qu'au moment où tu viens à Com en série B, il y a quel club français qui essaye qui te veut à ce moment-là? Pour être honnête, il y en a aucun, je crois. Il y en a aucun. On me parle d'Auxerre, pour être honnête, mais en prêt. Okay. Sauf que je sortais d'un prêt à Lausanne, je sortais d'un prêt à Clermont. Si tu repars en prêt à Auxerre, tu reviens à Nice, tu fais quoi derrière? Pour moi, le projet, c'était vraiment de prendre mes valises et d'aller m'installer pour avoir de la continuité, de porter le même maillot plusieurs années, tu vois, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce choix de venir ici, tu vois. Et est-ce que tu as encore ton petit cœur vert de supporter qui bat, tu vois? Est-ce que tu regardes encore les Verts? Est-ce que dans un coin de ta tête, tu as envie de faire plaisir à ton père qui est un grand supporter des Verts, ou bien à toi d'ailleurs de jouer pour les Verts? C'est quoi ton rapport avec les Verts d'aujourd'hui? Non, c'est sûr que les Verts, ça a toujours été spécial pour moi parce que c'est le club de ma famille. Voilà, dans ma famille, tout le monde aime ce club. Quand j'étais petit, j'allais au stade tout le temps. Encore une petite anecdote, mais je suis rentré quand j'étais petit sur le terrain avec Bafi Timbi Gomis. Donc génial, tu vois, c'est des moments inoubliables. Et à chaque fois que je retourne au stade, c'est une ambiance de fou, tu vois, j'aime trop. Et par exemple, toute l'année dernière, j'ai joué et tout, j'ai eu des super émotions, mais à la fin de saison, j'ai pu aller voir Saint-Étienne-Rodez en barrage. Et je suis allé et tout, et j'avais l'impression de pas être professionnel limite, tellement ça me procurait des émotions, tu vois. Et franchement, c'était sensationnel. Et c'est sûr que dans un coin de ma tête, je me dis que si un jour je peux porter ce maillot, ça sera une grande fierté. Mais encore une fois, moi, je ferme aucune porte, tu vois. J'aime la Ligue 1, j'aime beaucoup de clubs. Donc, si un jour je dois porter ce maillot-là, je porterai fièrement. Vraiment, genre, c'est très spécial pour moi, tu vois. Surtout pour mon grand-père, etc. Donc, à voir par la suite, mais c'est sûr que tout ce qu'ils font, je le suis tout le temps et tout, sur les réseaux, à la télé, enfin, je suis branché, quoi. Ton grand-père est toujours abonné? Ouais, toujours, mais il y va un peu moins maintenant, tu sais, avec la vieillesse, c'est plus difficile, mais avant, tout le temps, il partait de Roanne, il prend le bus, il monte à Saint-Étienne, et puis il est dans le COP en plus, juste au-dessus du COP. Magic Fans? Côté Green Angels? Ouais, côté Green Angels, juste au-dessus. Fantastique. Ouais. Fantastique. Et toi, maintenant que tu as fait des stades italiens, où est-ce que tu places Geoffroy Guichard par rapport aux ambiances que tu as vécues? Tu es allé à San Siro, tu es allé, t'es allé dans des endroits de ouf. Ouais, je ne mens pas, je vais le placer premier, je crois. Ouais. Franchement, les stades qui m'ont impressionné, c'est le Vélodrome et Geoffroy Guichard. En Italie, j'ai pas ressenti de gros stades oufissimes, tu vois. Okay. À la Roma, c'était plein, mais je ressentais pas tant ce bruit-là. La Juve aussi, le premier match, c'était pas mal. San Siro aussi. Mais peut-être le fait que je sois pas italien, je ressens peut-être moins ces émotions-là, tu vois. Mais c'est sûr que si je parle juste des émotions, Vélodrome et Geoffroy Guichard, ça m'a plus marqué. Toi, supporter des Verts, mais maintenant tu es joueur professionnel, hein. Ouais. Tu serais capable d'aller jouer pour l'OL au jour d'aujourd'hui? Ça va peut-être paraître stupide ou des gens vont peut-être pas comprendre, mais pour moi, il n'y a aucun problème, tu vois. C'est pas un club que je déteste, forcément, je préfère Saint-Étienne, mais Lyon, j'ai aucune animosité avec eux, tu vois. Donc si un jour je suis appelé par ce club, forcément je réfléchirai, tu vois, à l'opportunité pour moi, mais j'ai aucun problème avec le blason de l'OL, quoi. Est-ce que à quel point ce serait une fierté d'être reconnu un jour dans ton pays, d'une manière ou d'une autre, hein, que ça soit parce que tu es devenu un super joueur à l'étranger et qu'on reconnaît ta qualité, ou bien en revenant chez toi et en t'imposant dans ton pays, qu'est-ce que ça représenterait pour toi? Justement, comme tu disais tout à l'heure, moi, c'est pas quelque chose spécialement que je recherche, tu vois, c'est plus je joue, et si on parle de moi, tant mieux, tu vois, ça veut dire que les choses, elles sont bien faites. Donc, pour moi, je recherche pas spécialement cette reconnaissance, mais c'est sûr que forcément, quand, par exemple, ce que je suis en train de faire en Serie A, si j'arriverais à le faire en Ligue 1, ce serait plus sympa, tu vois, les gens parleraient plus de moi et je serais satisfait de ça, mais
mais je recherche pas spécialement cette reconnaissance, tu vois. Le haut niveau, on accède au haut niveau, le plus dur, c'est d'y rester. Ouais. Là, on va pas se mentir, ça fait 1 an et demi que tu es à très haut niveau. Mais bon, l'année dernière, c'était en série B, donc c'est encore autre chose, il faut confirmer, etc. etc. Le plus dur, c'est confirmer. Donc, ce sera sur la durée, etc. Mais à quel point l'équipe de France, c'est un objectif. Ton père est né au Portugal, si je dis pas de bêtises. Donc, tu peux aussi postuler pour l'équipe nationale du Portugal. Qu'est-ce que ça représenterait? D'abord, quel est ton rêve? Est-ce que tu as un rêve en termes d'équipe nationale? Si oui, quel est-il? Dis-moi tout. Non, c'est sûr que je pense, pour tout joueur, ce serait un accomplissement, tu vois. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir représenter son pays. Comme déjà jouer en Ligue 1, c'est un sentiment particulier. Alors, représenter son pays, ça serait oufissime. Après, comme tu l'as dit aussi, mon père est né au Portugal. Donc, j'ai de la famille là-bas, j'ai des attaches aussi là-bas. Donc, pour moi, les deux, ça reste un rêve, un objectif aussi. Forcément, je suis quelqu'un d'ambitieux qui a envie de continuer à travailler et passer des caps. Donc, je me ferme aucune porte. On verra ce que l'avenir peut me réserver, mais c'est clair que ça serait un rêve pour moi. Tu t'en sens capable? Pour le moment, je pense que c'est encore tôt, tu vois, de parler de ça. Mais c'est sûr que je me dis pourquoi pas en continuant les performances, la régularité. Si ça sourit à d'autres joueurs, ça pourra me sourire à moi si les performances en valent la peine. Et est-ce que Cesc Fabregas, il t'en a parlé, ça? Est-ce qu'il essaie de te motiver par ce biais-là aussi? Non, on n'a jamais parlé. Après, c'est sûr que dans notre équipe, il y a des joueurs qui commencent à la toucher, la sélection. Tu vois, en Argentine, par exemple, la sélection argentine avec Nico Paz, avec Maxi Perrone, tu vois. Même Hassan Diop, qui là, a choisi le Sénégal. Donc, forcément, ça donne aussi envie d'aller chercher quelque chose. Mais faut pas se presser, quoi. Tu vois. Et pour toi, t'es pas arrêté, quoi. Il y a des joueurs qui ont la double nationalité ou qui ont la possibilité d'aller qui dans leur tête sont très très au clair. Je sais pas, je pense à un Matteo Guendouzi par exemple qui aurait pu jouer pour le Maroc beaucoup plus tôt. Et Walid Regragui m'avait raconté cette histoire-là. Il avait apprécié d'ailleurs parce qu'il aimait pas du tout les joueurs qui jouaient sur les, enfin tu vois, qui disaient on verra, nanana. Et il avait croisé Matteo une fois qui lui avait dit Matteo, alors qu'il était très loin de l'équipe de France, et Matteo lui a dit ah non moi c'est la France ou rien, etc. Et Walid il avait apprécié, tu vois, ce côté-là qui est le sélectionneur du Maroc. Toi t'es dans quel état d'esprit par rapport à ça? C'est pas une question facile. Hein. Enfin, on sait que pour beaucoup de joueurs, c'est très compliqué comme positionnement. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis fermé à rien du tout, en fait. Je vais pas te dire, moi, ça sera la France ou rien, ou je vais pas te dire, ça sera le Portugal ou rien, parce que c'est faux, en fait. Si les deux se présentent à moi aujourd'hui, je saurais même pas quel choix faire, tu vois. C'est aussi, je pense, un sentiment de comprendre aussi peut-être là où ça peut être le mieux pour moi, tu vois. Pas juste aller en sélection pour aller en sélection, en fait. Comprendre peut-être la sélection qui serait le mieux pour moi, etc. Donc aujourd'hui, je me ferme aucune porte et on verra, ça peut être tout autant la France que tout autant le Portugal. Est-ce que tu as des petites anecdotes concernant les Verts? Parce que c'est quand même un club qui rend fou. Enfin, c'est quand même un club extrêmement populaire, un club de ouf. Raconte-moi un peu tes meilleures histoires avec les Verts. Ce que je peux te raconter, c'est que quand j'étais petit, j'allais souvent voir les entraînements. Et à l'époque où j'y vais, je fais des photos avec les joueurs, tu vois, comme un fan qui est trop content. Et je fais une photo avec Christophe Galtier, qui est le coach à Saint-Etienne à ce moment-là. Et en fait, il devient coach à Nice quand je suis là. Et donc, je raconte l'histoire, je montre la photo, tu vois. Et on avait bien rigolé ça. Du coup, je me faisais pas mal chambrer, parce que des fois, quand on arrivait à l'entraînement, il disait « Viens là, mon fils ». Et du coup, ça faisait rire tout le monde, mais il y a eu ça. Et puis après, on va à Geoffroy-Guichard avec Nice, on se déplace. Et il me fait rentrer. Ça faisait 2-3 matchs, je ne jouais pas, et là, il me fait rentrer. Donc, est-ce que c'est un clin d'œil ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il me fait rentrer. Et je claque une passe D. Ma première passe D en Ligue 1, je la claque là-bas. Et c'était sensationnel, tu vois. À Geoffroy-Guichard, il y avait toute ma famille, il y avait tous mes amis. Et c'était même si ce n'était pas pour Saint-Etienne, tu vois, c'était un sentiment ouf. Et le lendemain, on était en off. Et je suis allé en mer pêcher avec Andy Delors. Parce qu'on aimait bien la pêche. Et on s'est pris des beaux poissons. Donc c'était un week-end où je me souviendrai. C'était ton week-end? Ouais, c'était top. Génial. Franchement magnifique. Elle est super. T'en as d'autres comme ça parce que je t'en relance sur d'autres. Hein. Celle-là, elle est magique. Non, je crois pas, mais c'est vrai, je te jure, je fais la passe D. Et
Et au moment où tout le monde vient me faire un câlin, tout le monde est super content pour moi, tu vois. Et Andy, il vient, il me fait un câlin et je dis, oh, demain, oublie pas, 8 heures à la pêche. Hein. Sur le terrain? Ouais, Tu fais ça? sur le terrain. Parce que c'était à la fin du match, on gagnait 3-0. 3-0, c'était la 80e et tout. Et il vient, il me fait un câlin, il est super content pour moi. Et du coup, ouais, je dis, oublie pas, demain, on est à la pêche. Hein. 6 heures debout. Et du coup, voilà. Il y a des priorités. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est carré? Ouais, c'est carré pour moi. Je te remercie Merci d'être venu. beaucoup, mon gars. Merci à toi, c'était top. Puis Non, merci merci. d'être venu. Franchement, belle découverte. Je suis super content. C'est pas la dernière.